Bonjour à tous, je suis Romain Labat, consultant senior à The Marketing Group. Notre société est un cabinet d'études de marché spécialisé dans l'industrie de la santé. Nous sommes l'un des leaders pour les études marketing de type Voice of Customers en imagerie médicale. La présentation d'aujourd'hui a pour but d'introduire le marché de l'imagerie médicale en présentant les grands chiffres, modalité par modalité, ainsi que les acteurs qui font ce marché. Dans une deuxième partie, je souhaite vous donner le regard un petit peu de l'évolution des modalités du point de vue du marché pour que vous ayez connaissance des tendances qui ont fait et qui feront peut-être demain le marché de l'imagerie. Donc je tiens à préciser que cette présentation a été réalisée notamment dans le cadre de la B4B Connection Imagerie Médicale qui s'est tenue à Bordeaux en début octobre 2013. Alors, quand on parle d'imagerie médicale, à The Marketing Group, on parle de cette spécialité médicale qui vise à produire des images du corps humain et vivant, pour au final aider le clinicien dans un diagnostic ou un suivi de pathologie ou un acte interventionnel. Donc, ce sont les deux grands aspects de l'imagerie médicale, le diagnostic et l'interventionnel. Et surtout, on va se focaliser sur les systèmes qui récupèrent un signal dans des longueurs d'onde non visibles, qui vont traiter ce signal pour le rendre ensuite observable par l'œil humain et ainsi permettre au clinicien de poser son diagnostic ou de réaliser son acte médical. Ainsi, si vous suivez cette définition, des images du corps humain vivant dans des longueurs d'onde non visibles, eh bien, l'imagerie optique, que ce soit les techniques d'émission ou de transmission de lumière visible, ne seront pas incluses dans cette présentation du marché de l'imagerie médicale. Alors évidemment, il existe des solutions pour le guidage en chirurgie, il existe des solutions qui permettent aux cliniciens de poser des diagnostics en optique, je pense notamment à tous les systèmes endoscopiques, mais aujourd'hui, cette modalité ne sera pas considérée dans la présente étude, car elle n'est pas du fait de l'utilisation des départements de radiologie. Donc, nous allons nous focaliser sur les 4 modalités cliniques classiques en radiologie, que sont la transmission de rayons X, l'émission de rayonnement gamma, que ce soit par émission directe par un atome ou par annihilation d'un positon avec un électron, la réflexion d'ondes ultrasonores et l'émission d'ondes radio suite à une perturbation par un champ électromagnétique, c'est-à-dire respectivement le RX et le CT, l'imagerie nucléaire, l'échographie et l'IRM. Donc, les grands chiffres marchés que je vais vous présenter par la suite dans la suite de cette présentation concernent ces 4 modalités d'imagerie. Et évidemment, quand on cherche des chiffres sur le marché de l'imagerie médicale et que l'on tape dans Google Medical Imaging Markets, on trouve une multitude de données qui diffèrent plus ou moins en fonction de la définition que l'on a de l'imagerie médicale. Est-ce qu'on inclut ou pas les systèmes d'information? Parfois, l'imagerie endoscopique est incluse. Parfois, ce sont les agents de contraste, voire les injecteurs qui vont être inclus dans la définition d'imagerie médicale. Et globalement, toutes ces données que l'on obtient, elle est plutôt confuse, pas forcément très pertinente, surtout pour des industriels qui souhaitent étudier un segment de marché spécifique, que ce soit par spécialité ou dans un pays bien particulier. Mais bon, il est toujours intéressant d'avoir tout de même une idée globale des grandes masses de chiffres qui font le marché de l'imagerie médicale. Et à partir de ces données que l'on peut trouver sur Internet, j'ai essayé, dans la diapositive suivante, de résumer cela pour vous donner une vision générale de ce qu'est aujourd'hui le marché de l'imagerie médicale. Donc en triant la masse de chiffres que l'on trouve sur Internet, eh bien, on peut estimer qu'aujourd'hui, le marché de l'imagerie médicale au niveau global, toutes modalités confondues, est d'environ 25 milliards de dollars. Que le marché est principalement concentré sur l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. Ce sont eux qui vont se partager la plus grosse part du gâteau, puisque l'Amérique du Nord
va avoir un pourcentage de part de marché égal à 35%, un peu moins de 30% pour l'Europe et environ 15% pour le Japon. La Chine est aujourd'hui un pays qui se développe de plus en plus en imagerie médicale et est devenu un marché plus important en volume que celui de l'Allemagne par exemple, puisque la Chine est, on peut estimer le marché entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars, alors que l'Allemagne est aujourd'hui à 1,3, 1,5 milliard. Le marché français, quant à lui, se situe grossièrement aux alentours d'1 milliard de dollars. Donc ces chiffres correspondent aux chiffres d'affaires générés annuellement par la vente d'équipements en imagerie médicale. On pourrait avoir une répartition un petit peu différente si on avait une définition différente de l'imagerie médicale. Mais ce qu'il faut retenir, un marché qui fait environ 25 milliards de dollars, qui est concentré sur l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. Ensuite, si l'on regarde du côté, excusez-moi, de la répartition des modalités d'imagerie, on voit que la modalité RX et le CT dominent clairement le marché, et ce dans les 3 plus importantes zones géographiques. Alors, les chiffres que vous avez là ne correspondent pas au nombre de caméras vendues, mais au chiffre d'affaires généré par la vente de ces caméras. Par exemple, le nombre de caméras IRM est aujourd'hui bien inférieur au nombre de caméras en imagerie nucléaire, mais les systèmes IRM coûtant bien plus cher, eh bien vous pouvez observer que le marché de l'IRM dans les 3 zones géographiques est toujours plus important que le marché de l'imagerie nucléaire dans ces 3 mêmes zones. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, on estime qu'il y a environ 10 000 caméras, 10 000 scanners CT, entre 8 et 9 000 scanners IRM, environ 15 000 caméras SPECT et 2 000 caméras PET. Donc, 8 à 9 000 caméras IRM qui font plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires annuellement versus 17 000 caméras nucléaires qui font moins de 500 millions de chiffre d'affaires. Du point de vue des acteurs du marché, il y a évidemment les 3 principaux que sont GE, Philips et Siemens et qui proposent des solutions pour toutes les modalités d'imagerie, RX, écho, IRM, nucléaire, et qui vont également proposer des systèmes d'information, que ce soit des PACS, des RIS ou des softwares. Et nous avons également GE et Siemens qui sont impliqués dans la commercialisation d'agents de contraste ou de traceurs. À ma connaissance, Philips ne propose pas de telles solutions. Ensuite, la plupart des sociétés majeures sont notamment impliquées dans l'imagerie RX-CT. C'est le cas de Fujifilm ou Agfa qui, à l'origine de l'imagerie RX argentique, ont joué un rôle prépondérant dans le développement des rayons X et aujourd'hui possèdent une offre large qui va intégrer des systèmes PACS, des RIS et même des agents de contraste. Ces 2 sociétés, et notamment Fujifilm, est d'ailleurs en train de se diversifier en proposant aujourd'hui des solutions en icographie. Un autre acteur intéressant, c'est Hologic, puisqu'il se positionne sur un segment spécifique de l'imagerie de la femme, le Women Health, et propose presque toutes les solutions, écho, IRM, RX. Il n'y a que le nucléaire qu'Hologic ne propose pas pour l'imagerie de la femme. Toshiba, Hitachi sont ensuite 2 acteurs très importants, notamment sur le marché de l'IRM, où on peut voir, sur ce même marché de l'IRM, d'autres acteurs spécialisés, notamment Esaot, qui est réellement focalisé sur le segment IRM. Des nouvelles sociétés font leur apparition également. Vous pouvez voir que Samsung est aujourd'hui un acteur en échographie, donc ils ont racheté Medison il n'y a pas si longtemps. Et nous verrons demain quelle est la stratégie de ces sociétés, de ces nouveaux acteurs qui essayent d'entrer sur le marché de l'imagerie médicale. Ensuite, les sociétés qui proposent des solutions en imagerie nucléaire sont généralement plus spécialisées et vont intégrer très souvent également la modalité RX. En effet, les caméras SPECT et les caméras PET sont aujourd'hui systématiquement couplées
avec un scanner CT et il n'existe plus de caméras PET vendues seules. Ce marché a été complètement cannibalisé par les PET CT. Enfin, l'industrie des agents de contraste et des traceurs qui est étroitement liée à celle des injecteurs puisque Medrad, qui fait des injecteurs, fait désormais partie de l'entreprise Bayer qui, elle, vend des agents de contraste. La société Guerbet, française, a racheté notamment Medex, une autre société française, pour proposer à la fois des injecteurs et des agents de contraste. Bracco, de son côté, a notamment racheté le Swiss Medical Care, qui fait des injecteurs, et d'autres sociétés également qui proposent ce type de dispositif médical. On voit également apparaître de nouveaux acteurs sur le marché des agents de contraste, notamment l'industrie pharmaceutique avec Eli Lilly, qui possède aujourd'hui l'Amivide grâce à son rachat d'Avid Radiopharmaceuticals. Et ce produit, l'Amivide, est utilisé notamment pour l'imagerie TEP de la plaque amyloïde. Alors on peut se demander ce qu'un acteur pharmaceutique peut gagner à proposer un agent diagnostique. Eh bien aujourd'hui la question est encore ouverte. Il est clair que l'une des stratégies d'Eli Lilly, c'est évidemment d'utiliser cet outil diagnostique pour développer en interne des solutions thérapeutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, d'une manière globale, les différents types d'acteurs qui interviennent sur le marché de l'imagerie médicale. Évidemment, j'en ai oublié, cette diapositive n'a pas vocation à être exhaustive, mais essayez plutôt de vous montrer que, au-delà des trois grands acteurs qui sont présents sur l'ensemble du marché de l'imagerie médicale, eh bien des acteurs différents sont impliqués en fonction des segments que l'on regarde. Le marché des agents de contraste, le marché du nucléaire, l'IRM qui est spécifique aussi, et puis le RX échographie. Pour poursuivre cette présentation, je voudrais maintenant, modalité par modalité, vous donner les grandes tendances ou les évolutions qui ont marqué ou qui vont marquer l'imagerie médicale. Donc peut-être à l'avenir, et cet avenir n'est peut-être pas si lointain, les radiologues pourront utiliser, manipuler des images sans support en 3D et en temps réel, et peut-être pourront-ils aussi porter des stéthoscopes, ce qui est relativement peu courant de nos jours en radiologie. Donc pour commencer par la modalité échographie, c'est aujourd'hui la modalité qui a vraiment envahi tous les départements de médecine, que ce soit hospitalier, mais également en dehors de l'hôpital. La médecine de ville aujourd'hui utilise l'échographie de manière ubiquitaire. On est passé dans cette modalité de système lourd, encombrant et cher, à aujourd'hui des échographes de poche avec des coûts tout à fait raisonnables, et c'est, je dirais, cette miniaturisation et cette baisse des coûts qui explique notamment pourquoi la modalité aujourd'hui est présente partout en médecine. Les grandes tendances en échographie, ce sont l'imagerie en 3D et en temps réel, l'élastométrie, et toujours la miniaturisation avec notamment l'arrivée sur le marché de nouveaux capteurs de type semi-conducteur qui devraient permettre d'avoir des échographes toujours plus petits. À côté de ça, il y a également les agents de type microbulles qui sont toujours dans la tendance, mais qui, d'un point de vue clinique, n'ont pas démontré une performance et une efficacité à la hauteur des attentes des cliniciens. Il y a eu sur le marché des microbules qui ont été commercialisés, certains ont été retirés, et aujourd'hui, l'échographie n'utilise pas de manière forte les agents de contraste. Concernant la modalité RX, c'est aujourd'hui la modalité phare pour l'imagerie diagnostique ou interventionnelle. On a vu tout à l'heure que le RX et le CT sont ont les chiffres d'affaires les plus importants sur le marché de l'imagerie médicale. D'un point de vue nombre d'examens, il faut savoir qu'il y a environ 100 millions d'examens RX réalisés annuellement et environ 30 millions d'examens CT. Les applications sont très diverses puisque elles vont se faire en cardiologie, en neurologie, en onco, en traumato et même en orthodontie.
L'imagerie planaire, qui est une comment dire, qui réalise donc plus de 100 millions d'examens, est passée du film argentique à ce qu'on appelle le Computed Radiography, où en CR, on utilise des écrans luminescents à mémoire que l'on va ensuite numériser. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de prendre une photo sur ces écrans CR et ensuite de les développer. On est directement avec les capteurs flat panel en imagerie numérique temps réel. On est passé à ce que l'on appelle le DR, le Digital Radiography. En radiologie interventionnelle, le C-arm, qui a été utilisé en cath lab et en chirurgie, évolue vers l'utilisation notamment de flat panel également, et aussi vers des scanners portables de type O-arm qui permettent en chirurgie d'avoir accès à de l'imagerie de type scanner. En imagerie 3D classique, la grande tendance a été, je dirais, la course à l'échalote en termes de nombre de barrettes. On est passé de 4, 8 barrettes à rapidement 16 barrettes. Aujourd'hui, le scanner 16 barrettes est le produit de base en RX. Le 32 barrettes n'a pas forcément apporté beaucoup d'évolution par rapport aux 16. Et aujourd'hui, les 64 barrettes, qui sont certes plus coûteux que les 16, représentent tout de même un segment très attractif, puisque les 64 barrettes permettent une grande versatilité dans les examens radiologiques. Et puis on voit des 128, des 256 et même des 320 barrettes qui permettent de faire de l'acquisition très rapide. Mais le problème en imagerie RX, c'est que plus on augmente le nombre de barrettes pour diminuer le temps d'acquisition, plus l'exposition du patient au rayonnement RX augmente. Alors les 320 barrettes ont évidemment des indications bien spécifiques, mais aujourd'hui restent encore des Formule 1 en CT. Donc cette ancienne tendance à l'augmentation de la vitesse d'acquisition en augmentant le nombre de barrettes est un peu ralentie et s'est modifiée pour se focaliser sur la réduction de la dose. Donc l'image de cette pin-up va évidemment à contresens de la réduction de la dose, et sachez que c'est tout à fait illégal en France d'exposer des personnes à des rayonnements X en dehors d'un cadre médical. Mais globalement, les constructeurs sont passés à ce qu'on appelle des systèmes low dose, que ce soit en réduisant le temps d'acquisition et en améliorant le retraitement du signal. Cette année d'ailleurs, au RSNA, Philips, l'un des 3 grands constructeurs, va présenter un système de post-processing qui permet de réduire la dose de rayons X jusqu'à 80%, notamment dans le cadre de l'imagerie pulmonaire. Donc vous voyez, ces nouveaux systèmes, ces nouveaux softwares de réduction de la dose pourront permettre tout de même, sans diminuer la qualité d'image, d'avoir des temps d'acquisition beaucoup plus faibles, et du coup, l'utilisation de scanners avec 128, 256 barrettes vont peut-être connaître un avenir florissant. Du côté de l'imagerie par résonance magnétique, c'est environ 25 millions d'examens par an, et c'est la modalité aujourd'hui en neurologie. On trouve évidemment bien d'autres applications, que ce soit en orthopédique, en oncologie, et notamment dans le cadre du cancer du sein, et également en imagerie cardiaque. Alors l'IRM cardiaque est en croissance depuis de nombreuses années, mais cette croissance est relativement faible, et cette imagerie cardiaque reste peu développée par rapport à la neurologie. Donc l'IRM, c'est une modalité qu'on pourrait qualifier de one-stop shop, et qui est encore sous-estimée en clinique, mais en pleine expansion, car le gros avantage de l'IRM, c'est qu'elle permet d'obtenir à la fois des informations anatomiques, fonctionnelles et métaboliques. Donc on voit de plus en plus de développement, que ce soit dans les coils ou aussi dans les séquences d'acquisition qui permettent aux radiologues d'avoir toujours plus d'applications possibles avec l'IRM. La première grande tendance en IRM, c'est évidemment l'augmentation du champ. Aujourd'hui, le parc IRM est essentiellement équipé de scanners 1,5 Tesla. Les scanners 3 Tesla commencent à se démocratiser,
Et l'industrie avait même pour objectif de développer des scanners 7 Tesla pour l'homme, et voire même, aujourd'hui à Saclay, vous avez à Neurospin un scanner IRM de 11,7 Tesla qui permet de faire de l'imagerie humaine. Alors par contre, cette tendance aujourd'hui, elle est au point mort pour diverses raisons techniques et économiques. En effet, plus on augmente le champ, plus il est difficile pour le patient de ne pas avoir d'effets secondaires liés à ce champ. Les aimants de 7 Tesla commencent à avoir des effets physiologiques. Les patients peuvent tomber dans les pommes, avoir des problèmes de déséquilibre. Donc il faut faire avancer petit à petit le patient vers la caméra IRM, ce qui évidemment diminue le workflow et va à l'encontre d'une utilisation plus importante et d'une optimisation du temps caméra. Et puis les coûts, évidemment, plus l'aimant est gros, plus cela coûte de l'argent. Aujourd'hui, on est plutôt en IRM dans une tendance que je qualifierais de patient first, avec l'amélioration du confort, que ce soit en pédiatrie ou en auditif. Une caméra IRM, ça fait beaucoup de bruit, ça peut faire peur aux enfants. Donc les constructeurs mettent des autocollants sur les caméras pour les rendre plus attractives, essayent de diminuer le bruit pour que ça fasse également moins peur, que les patients bougent moins dans l'IRM. On a également des caméras à large champ ou complètement ouverts qui permettent de faire de l'imagerie des personnes obèses et des personnes claustrophobes. On voit également en IRM de plus en plus de caméras dédiées qui permettent, avec des aimants relativement faibles, inférieurs à 1,5 Tesla, de faire de l'imagerie des extrémités ou du cancer du sein. Enfin, dernière modalité, l'imagerie nucléaire qui se divise entre l'émission monophotonique ou biphotonique de rayonnement gamma et qui représente aujourd'hui entre 40 et 50 millions d'examens d'imagerie nucléaire annuellement et dans le monde. Donc, le nucléaire, sauf pour les systèmes d'imagerie planaire ou dédiés, je vous l'ai dit tout à l'heure, est systématiquement combiné au scanner CT pour offrir des SPECT CT ou des PET CT. Si on se focalise sur l'émission monophotonique, on parle de essentiellement le technicium 99 qui représente aujourd'hui 90% des examens réalisés en imagerie nucléaire. Le monophotonique, c'est plus de 90% des examens en nucléaire. Et le technicium, c'est vraiment aujourd'hui un couteau suisse qui est utilisé majoritairement en imagerie cardiaque, mais on peut également l'utiliser dans l'imagerie de la thyroïde, en oncologie pour les métastases osseuses, en imagerie pulmonaire. Il y a vraiment une multitude d'applications possibles liées à l'imagerie nucléaire monophotonique et notamment au technicium 99. Les autres radioéléments pour le monophotonique, ça va être, dans une moindre mesure évidemment, l'indium 111 par exemple. L'un des problèmes aujourd'hui de l'aspect, notamment pour l'imagerie cardiaque, c'est la quantification absolue qui reste compliquée, mais on voit des choses qui se développent et d'un point de vue technologique, les caméras SPECT aujourd'hui utilisent de plus en plus des capteurs semi-conducteurs et il est très probable que ce marché sera demain très florissant. L'autre technique d'imagerie nucléaire, c'est la tomographie par émission de positons, où là, un atome radioactif va émettre un positon. Ce positon va ensuite s'annihiler avec un électron de la matière et créer deux rayonnements gamma en coïncidence qui seront détectés. Sur ce type de modalité, l'atome radioactif qui est majoritaire, c'est le fluor 18. Et en particulier, le fluorodésoxyglucose, où sur une molécule de sucre, on va intégrer cet atome radioactif. Et avec le FDG, on fait principalement aujourd'hui de l'imagerie en oncologie. Les deux grandes tendances dans l'imagerie nucléaire, elles sont très simples. C'est d'un côté développer des nouveaux traceurs, que ce soit avec les atomes radioactifs classiques, technicium 99 ou fluor 18, ou avec d'autres
d'autres, comment dire, atomes radioactifs comme le cuivre 64 ou l'indium, et j'en passe évidemment. Alors, ces nouveaux traceurs, vous avez par exemple le fluorpyridase qui est marqué au fluor 18 et qui permettra de faire de l'imagerie cardiaque. Dans le cadre de la tomographie par émission de positons, il est important également de noter l'apparition sur le marché de 3 traceurs pour l'imagerie de la plaque amyloïde, tous les 3 marqués au fluor 18. C'est la première fois en imagerie nucléaire où on voit arriver des traceurs propriétaires pour une même application. Donc, on ne sait pas comment est-ce que le marché va réagir. Il n'y a pas si longtemps, les États-Unis ont décidé de limiter l'utilisation, de limiter le remboursement de l'utilisation de l'amivide notamment, ce qui pourra probablement avoir des conséquences importantes sur le développement de ce marché. Donc ça, c'est la première grande tendance, développer des nouveaux radiotraceurs. La deuxième grande tendance, c'est de prendre les radiotraceurs qui existent et de développer des nouvelles applications d'imagerie. Par exemple, avec le fluorodésoxyglucose, je vous ai dit tout à l'heure, il est utilisé principalement en oncologie, mais les cliniciens utilisent ce radiotraceur également pour faire de l'imagerie de la rupture d'anévrisme, pour faire de l'imagerie en neurologie. On est capable aujourd'hui, dans le cadre de la pathologie d'Alzheimer, d'avoir des images qui diffèrent entre ceux qui ont la pathologie et ceux qui ne l'ont pas, ce qui permet aux cliniciens de mettre en place des traitements thérapeutiques. Donc cette tendance à, avec un même traceur, développer des nouvelles applications, elle est très forte, puisque évidemment, elle évite à l'industrie diagnostique qui commercialise ces traceurs, eh bien, de prendre un risque sur le développement de nouveaux radiotraceurs. Donc voilà les 2 grandes tendances en imagerie nucléaire. Et pour terminer cette présentation, la Formule 1 en imagerie médicale, aujourd'hui, c'est le scanner combinant l'IRM et la TEP. Alors Siemens est aujourd'hui le seul à proposer un système intégré avec un système de tomographie par émission de positons qui est intégré au cœur de l'aimant IRM. GE et Philips font, eux, ce que l'on appelle de l'imagerie en ligne, c'est-à-dire que vous avez les 2 caméras dans une même salle et le patient passe successivement dans l'IRM puis dans la tomographie par émission de positons. Donc les applications pour ce type de caméra sont encore méconnues. On voit des choses qui apparaissent en neurologie et notamment dans les cancers cervicaux, mais il est clair que ces systèmes sont particulièrement coûteux et demandent une expertise très importante puisque l'IRM et la TEP, aujourd'hui, c'est 2 modalités d'imagerie qui sont utilisées d'un côté plutôt par les radiologues et de l'autre plutôt par les médecins nucléaires. Enfin, sachez que Philips a fait l'estimation grossière de son marché pour l'IRM-TEP au niveau mondial et imaginait vendre dans les 5 prochaines années environ 15 systèmes de ce type. Donc, vous voyez le nombre de caméras IRM-TEP qui seront vendues dans les prochaines années resteront très limités si on les compare aux 8000 caméras IRM qui existent déjà aux États-Unis et aux plus de 15 000 specs. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation grossière du marché de l'imagerie médicale. Nous pensons à l'avenir faire des présentations de ce type, modalité par modalité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter de Marketing Group. Nous restons évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention.